Le soleil du matin étirait de longues ombres sur le tarmac de la base aéronavale de Clearwater et Léonie Marchand ajustait pour la 3e fois la fermeture de sa combinaison de vol. L'étoffe vert olive tombait sur elle avec une perfection militaire, soigneusement repassée, mais elle savait pertinemment que cela ne changeait rien. Aux yeux de ceux qui l'entouraient, elle n'était qu'une technicienne de soutien de plus, invisible tant que rien ne déraillait. Depuis le bord du hangar numéro 6, elle observait le chaos contrôlé des opérations matinales se déployer comme un balai bien huilé. Des équipes de piste arrimaient les caisses de fret avec une efficacité mécanique, tandis que d'autres préparaient les consoles de diagnostic pour les exercices du jour. Dans l'air déjà saturé d'effluves de kérosène, le bourdonnement d'un tracteur poussant un drone logistique se mêlait aux éclats de voix des chefs d'équipe et au bruit métallique des caisses qu'on heurtait contre le béton. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. Dans ses mains, elle tenait une banale tablette de contrôle avec la checklist d'observation standard. Mais glissée dans la poche latérale de sa combinaison, il y avait quelque chose de bien plus précieux. Un carnet mince à la couverture usée, rempli de ses notes manuscrites. Des années de préparation méticuleuse vivaient dans ces pages. Chaque ligne témoignait de centaines d'heures passées à assimiler ce que les autres jugeaient inutile pour elle. À 30 mètres devant d'elle, un Rafale M biplace patientait sur la dalle chaude comme un prédateur façonné dans l'ombre. Ce modèle d'entraînement, modifié pour des scénarios d'urgence avancés, promettait une journée de tension. Véritable vol sous défaillance simulée, conçu pour pousser pilotes et systèmes à la limite. Léonie avait déjà relu le profil de vol 2 fois la veille, reconstruisant à la main dans son logement la séquence des pannes prévues. Elle savait qu'il y aurait 3 vecteurs de pression en conflit, une variable hydraulique instable et une purge partielle dans le cycle moteur gauche. Là où d'autres se contentaient de deviner ce qui pouvait arriver, elle avait tracé chaque seuil critique face aux marges de tolérance structurelle, annotant le tout dans la fine écriture serrée de son carnet. Près de l'aile de l'avion, le capitaine Émeric Carrel se tenait, combinaison entr'ouverte, ses lunettes d'aviateur suspendues à son harnais comme un accessoire de cinéma. Son assurance presque caricaturale masquait mal une pointe d'inconfort dans son attitude. Son sourire trahissait un homme qui n'avait jamais eu à justifier sa place dans le cockpit. À côté de lui, la lieutenante Clara Degnaud hochait la tête à chacune de ses phrases, son terminal numérique coincé sous le bras, alors que son regard oscillait entre l'appareil et ses propres notes. Lorsque Léonie s'approcha avec sa feuille d'autorisation, Émeric la gratifia d'un regard fugace, sa voix nonchalante tranchant dans l'air. « On dirait qu'ils t'ont collé en place arrière aujourd'hui », lança-t-il, ce demi-sourire collé aux lèvres. « Ne touche à rien, sauf si ça prend feu. » Clara eut un rire discret. Léonie, elle, resta impassible, tendant simplement ses papiers avant d'entamer son propre tour d'inspection de l'appareil. Ses mains restèrent dans ses poches. Pas besoin de checklist. Chaque système avait déjà été calibré à l'aube. Par elle-même, comme toujours, dans le vacarme de la piste, elle grimpa enfin dans la cabine arrière. La console de diagnostic était immaculée, les commutateurs en position neutre, les écrans noirs attendant d'être activés. Elle s'installa, ajusta son harnais avec une précision d'horloger, ses gants restèrent rangés. Elle préférait sentir directement les commandes, même si aujourd'hui, elle resterait verrouillée en mode diagnostic. Devant elle, Émeric s'installa dans le siège avant avec un air théâtral, la verrière descendant déjà alors que ses bottes claquaient sur le plancher métallique. Un clic et le vrombissement des systèmes emplit la cabine. « On y va tranquillement ?» annonça-t-il dans l'intercom. Enfin, à moins que l'équipe simulation s'enflamme. Léonie ne répondit pas. Ses yeux suivaient déjà la montée des pressions sur ses écrans. Un des manomètres dérivait légèrement hors de sa plage optimale. Rien de critique encore, mais elle le nota mentalement, ses doigts effleurant son carnet posé contre sa cuisse. Pendant qu'Émeric débitait sa checklist à toute allure, elle la suivait une respiration derrière, silencieuse, répliquant mentalement chaque vérification. Lorsqu'il lui demanda la confirmation de son statut, elle répondit « Neutre, systèmes arrière en monitoring uniquement. »« Parfait », répondit-il d'un ton satisfait. « Le plus sûr qui soit. » Léonie ferma brièvement les yeux, sentant la vibration des moteurs se transmettre à son épine dorsale. Ses doigts, eux, flottaient juste au-dessus du manche, prêts sans jamais toucher. Elle savait déjà exactement ce qu'elle ferait si tout basculait. Elle n'espérait pas que ça arrive.
Mais elle savait ce que ça coûterait si personne n'était prêt. Alors que l'avion s'élançait et que le poids familier de l'accélération la plaquait contre le siège, elle ouvrit son carnet à une page blanche. En haut, elle écrivit d'une main ferme « Base 0 ». Aucune autorité. Puis elle posa calmement la main sur sa cuisse et attendit. À 28 000 pieds, le Rafale filait droit, traversant des couches de ciel où le bleu profond se fondait en gris. À l'intérieur, tout paraissait sous contrôle. Mais Léonie, elle, lisait déjà les marges, ces indicateurs subtils que personne ne voyait. La simulation de panne démarra dans les temps avec une vibration douce du moteur gauche. L'intelligence artificielle de bord la détecta après 3 secondes, l'étiquetant comme « stress planifié ». Mais Léonie, elle, avait déjà remarqué autre chose. La pression turbine ne chutait pas uniformément et la courbe de poussée montrait des incohérences qu'aucune documentation n'avait prévues. Elle se pencha légèrement, fixant le sous-lecteur diagnostic. Les chiffres grimpaient au-delà des seuils de sécurité. « Vous excédez les marges de tolérance », dit-elle calmement. Émeric ajusta la manette des gaz. « C'est dans les clous ?»« Non », répondit-elle. Il tira la dérive de 2 degrés pour compenser le déséquilibre moteur, mais la correction fut trop brusque. L'avion piqua davantage qu'il n'aurait dû, la charge G sur l'aile gauche dépassant la valeur attendue. Sur ses écrans, la ligne rouge clignotait. « Vous êtes-vous trop agressif ?» insista-t-elle, toujours d'une voix tranquille mais plus ferme. « Monitoring seulement », rétorqua Émeric, plus sec cette fois. Mais déjà, la descente s'amorçait, d'abord imperceptible puis de plus en plus rapide. Et soudain, dans le reflet de son panneau d'instruments, elle vit l'impensable. La tête d'Émeric basculait en avant. Sa main gauche glissa du manche, son bras tombant, inerte. L'appareil sursauta. « Émeric » appela-t-elle, aucun son. « Pilote inconscient » déclara-t-elle à la radio d'urgence. L'autopilotage se désengagea la pointe du nez et piqua brutalement, la dérive affichant 3 degrés, hors norme. Derrière elle, la voix de Clara paniquait. « Que se passe-t-il » Léonie ne répondit pas. Sa main se posa enfin sur le manche, sentant la détresse de l'appareil pulser dans ses doigts. La lumière de l'override passa au vert, elle inspira. « Commandement ici, Delta 7, pilote inconscient. Je prends le contrôle manuel pour stabiliser. » Une voix sèche lui répondit aussitôt. « Négatif, vous n'êtes pas certifié. Maintenez cap et tentez de ranimer le pilote. » Devant elle, Émeric pendait dans son harnais, inconscient mais avec des constantes stables sur son écran secondaire. Pourtant, l'avion, lui, continuait de tomber. L'aile gauche flirtait déjà avec 93% de ses limites structurelles. Léonie ignora la voie du sol, réduisit légèrement les gaz pour équilibrer la poussée, corrigea la dérive d'1 degré, l'appareil hésita, puis obéit. La charge latérale retomba, la pointe du nez se redressa. « Stabilisation en cours » annonça-t-elle. « Est-ce toi qui pilotes » demanda Clara, incrédule. « Oui » confirma Léonie, sa voix redevenue plate. Dans ses mains, l'ordre avait remplacé le chaos. L'urgence simulée avait cédé la place à une vraie crise. Et la crise avait trouvé la personne prête à agir. À mesure qu'il descendait à travers les couches d'air, les vibrations s'intensifiaient. Plus rugueuses, plus chaotiques. Léonie sentait chaque sursaut dans la structure, enregistrant mentalement la moindre anomalie. Elle parla d'une voix ferme dans le casque. « Approche contrôlée, engagée, préparez les services d'urgence au sol. » Une longue seconde de silence suivit avant que la tour de contrôle ne réponde enfin, résignée. « Bien reçu. Piste 07, dégagée, équipe d'urgence en position. » Elle n'attendait pas leurs ordres. À l'altimètre, 18 000 pieds, 16 500, elle contrôlait tout, précisait chaque ajustement avec calme, stabilisait ce qui aurait pu devenir une vrille incontrôlable. Les lumières d'alarme continuaient à clignoter autour d'elle, vestiges de la simulation programmée, mais elles n'avaient plus aucune importance. La véritable urgence avait déjà été réglée par ses mains. Dans le siège avant, Émeric restait inerte, sa respiration lente, régulière. Derrière elle, Clara ne disait plus rien, hypnotisée par les instruments, comme si elle avait compris que ce qu'elle voyait là dépassait tout ce qu'on lui avait enseigné. Puis la voix de commandement revint dans le casque, plus menaçante. « Delta 7, ici commandement. Réduisez la descente et attendez l'escorte. Dernier avertissement. » Léonie ne leva même pas les yeux. Elle murmura, glaciale, « L'autorité vient de la compétence. Je ramène cet avion en un seul morceau. » Elle coupa la communication avant d'ajuster encore la dérive pour compenser la dérive due aux vents en surface. À 12 000 pieds, la base se dessinait enfin sous elle, rectangle net posé dans la vallée, ses pistes éclairées malgré la lumière du jour, les véhicules rouges et blancs de l'équipe d'urgence déjà en position.
Elle respira calmement, ses mains ancrées aux manches, et annonça 5000. Descente contrôlée. Airspeed nominal. La tour répondit cette fois d'une voix plus souple. Reçu Delta 7. Bienvenue chez vous. À 3000 S, elle abaissa le train d'atterrissage. Le Rafale vibra tandis que le train sortait et se verrouillait en place, confirmé par 3 voyants verts. Elle corrigea la poussée, ajusta encore la dérive, vérifia la vitesse. En dessous, les silhouettes des pompiers et des équipes médicales apparaissaient, levées vers eux, attentives. À 1000 pieds, elle déclara « Flap à 40%, maintien d'axe ». Clara à voix basse murmura « Tu es incroyable ». Léonie ne répondit pas, concentrée. Ce n'était pas le moment. À 100 pieds, elle entama la rotation, réduisant la vitesse de descente, maintenant le nez dans une position idéale pour poser les roues principales d'abord. Le contact avec le tarmac fut d'une douceur clinique. Pas de rebond, pas de drame. Le Rafale roula droit au centre, freinant progressivement sous la pression des inverseurs de poussée et des freins de roue. Quand la voix de la tour résonna, il y avait une nuance presque émue dans son ton. « Delta 7, bienvenue, bel atterrissage ». Léonie ferma brièvement les yeux. Mission accomplie. Dans le chaos organisé qui suivit, les médecins se précipitèrent vers Emmerich, le détachant doucement et le plaçant sur une civière. Sa conscience revenait par bribes. Mais il ne se souvenait de rien. Des murmures parcouraient déjà la piste, des visages se tournaient vers elle, étonnés. Comme si, pour la première fois, il la voyait vraiment. Quelques minutes plus tard, la commandante de base, Catherine Véraud, fit son apparition, uniforme impeccable, talons claquant sur le béton, regard dur comme la pierre. Elle ne perdit pas de temps. « Lieutenant Marchand, vous avez délibérément désobéi aux ordres. » Léonie se redressa, main jointe dans le dos. « Oui, madame. Vous avez pris le contrôle d'un appareil militaire sans certification. »« Oui, madame. » La commandante la fixa longuement. « Et vous avez mis en danger la vie du pilote et d'un Rafale de plusieurs dizaines de millions. » Léonie répondit cette fois avec une étincelle dans la voix. « Non, madame, je les ai sauvés. » Autour, le silence se fit, un silence lourd. Puis le colonel Patrice Leroux, chef des opérations, sortit d'un véhicule, expression grave mais presque admirative. « Catherine, dit-il doucement, nous avons les données de vol, ces corrections ont sauvé l'avion. Ces réflexes ont été supérieurs à ceux de la plupart des pilotes confirmés. » La commandante serra les lèvres. « Je veux voir ces données. » Dans la salle d'analyse, les écrans racontaient une vérité implacable. La prise de contrôle de Léonie était survenue 3 secondes après la perte de conscience d'Emmerich. Ces ajustements avaient immédiatement ramené les paramètres moteurs et structurels dans les marges de sécurité. La précision de ces actions était exceptionnelle. Même le capitaine Arnaud Valois, instructeur aguerri, en convenait. Sa réactivité est meilleure que celle de certains instructeurs. La commandante restait pensive, désarçonnée. Où a-t-elle appris ça? Leroux tira un autre écran. En 3 ans, elle a cumulé plus de 800 heures sur simulateur en dehors de ses heures de service, sans en parler à personne. Le reste des données était tout aussi accablant. Elle avait détecté des pannes avant qu'elles n'apparaissent sur les diagnostics, avait discrètement évité des défaillances majeures sur plusieurs vols, avait consigné des anomalies que personne n'avait remarquées. À chaque vol, elle avait prouvé un savoir-faire qu'aucun supérieur n'avait cru utile de reconnaître. Le colonel se tourna vers la commandante. « Catherine, nous avons 2 options. La sanctionner pour avoir eu raison ou reconnaître qu'elle a fait ce qu'aucun de nous n'avait anticipé. » L'heure qui suivit fut consacrée à un débat tendu. Mais au fond, tout le monde savait déjà ce qui allait arriver. L'épreuve était trop évidente. Son insubordination avait sauvé un homme et un avion. Et elle avait démontré, calmement, une compétence hors norme. Quand on la fit revenir dans la salle, elle répondit à chaque question avec précision, expliquant son entraînement, ses décisions, ses calculs. « Pourquoi n'avez-vous jamais parlé de votre entraînement ?» demanda la commandante. « Parce qu'on m'avait dit que je n'étais là que pour observer. Mais pour bien observer, il faut comprendre ce qu'on regarde. » Le colonel acquiesça, et aujourd'hui cette compréhension s'est transformée en action. Quelques heures plus tard, la décision tombait officiellement. Aucune sanction. Au contraire. Elle serait inscrite immédiatement dans un programme accéléré de certification pilote. De retour sur le tarmac, Emmerich, pâle et debout, l'attendait. Il tendit la main plus humble qu'elle ne l'avait jamais vue. « On dit que tu m'as sauvé la vie. » Léonie serra sa main avec fermeté. « J'ai juste fait ce pourquoi j'étais prête. » Cette fois, dans sa voix, il n'y avait ni condescendance ni certitude. Juste un simple et sincère « merci ». Le lendemain matin, la vie reprit son cours à la base aéronavale de Clearwater, mais plus rien n'était tout à fait pareil.
Sur le tableau d'affichage, au milieu des plannings de vol et des affectations habituelles, un nom nouveau avait surgi à la section programme accéléré pilote, lieutenant Léonie Marchand. Il n'y eut pas d'annonce officielle ni de cérémonie, juste son nom inscrit là, noir sur blanc, comme une évidence pour certains et une provocation pour d'autres. Elle passa les jours suivants à préparer son entrée dans ce programme intensif. Sa nouvelle instructrice, la commandante Nora Bettencourt, une ancienne pilote d'essai réputée pour ses exigences et son franc-parler, la convoqua dès son premier jour. « Marchand » lança-t-elle dès qu'elle entra dans le bureau. « J'ai étudié tes données de vol. Impressionnant, je le reconnais. Mais ne te fais pas d'illusions. Ce que tu as fait cette nuit-là, c'était de l'instinct et un peu de chance. Maintenant, il faut voir si tu peux reproduire ça. Et surtout, si tu tiens la distance. » Léonie, droite dans son uniforme, répondit d'un ton égal « Oui, commandante. » Nora croisa les bras, esquissa un sourire presque amusé. « C'est ce qu'on va voir. » Les semaines qui suivirent furent parmi les plus dures de sa vie. Chaque matin, elle rejoignait le hangar avant l'aube, déjà en combinaison, prête à affronter une nouvelle épreuve. Formation en patrouille serrée avec des pilotes chevronnés qui la testaient volontairement en lui imposant des manœuvres complexes. Atterrissage en conditions dégradées, approche sous pluie battante et vent latéral. Simulation d'appontage sur piste de porte-avions. Chaque vol était minutieusement enregistré, débriefé, analysé par une commission d'instructeurs. Dans ces séances, Léonie faisait preuve d'une constance désarmante. Quelles que soient les conditions, elle restait concentrée, méthodique, précise. Pas de gestes inutiles, pas d'hésitation, comme si ses mains et son esprit étaient déjà en symbiose avec la machine. Après une série d'exercices, le capitaine Léo Delaunay, instructeur de l'escadron, laissa échapper un commentaire admiratif en la regardant descendre de l'appareil. Elle vole déjà comme si elle avait des années d'expérience. Même Nora dut l'admettre à demi-mot lors d'un débriefing en comité restreint, elle a ce que les autres n'ont pas. Pas seulement de la technique, elle a la discipline du détail et la froideur du jugement. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. À mesure que les rapports louant ses compétences s'accumulaient, les voix de la critique s'élevaient aussi. La commandante Catherine Véraud, toujours sceptique, rappela lors d'une réunion « Je vous signale qu'elle a été promue sur une violation d'ordre clair. Ça crée un précédent dangereux. Nous ne pouvons pas encourager les autres à désobéir en espérant être récompensés. » Cette tension culmina lors de son passage devant la commission de certification finale. Ce jour-là, Léonie entra dans la salle en uniforme impeccable sous le regard de 6 officiers supérieurs. Au centre, l'amiral Robert Giroux, président de la commission, l'interrogea d'une voix grave. « Lieutenant Marchand, certains ici estiment que votre progression fulgurante pourrait inciter d'autres à dépasser leurs prérogatives dans l'espoir de recevoir les mêmes honneurs. Qu'avez-vous à répondre ?» Elle prit une brève inspiration, ses yeux ancrés dans ceux de l'amiral. « Monsieur, ce que j'ai fait ce jour-là n'avait rien d'un caprice ou d'un calcul, c'était le résultat d'années de préparation. La situation ne laissait pas le temps de demander la permission. J'ai pris la seule décision qui pouvait sauver des vies, et je referai la même chose demain si la même situation se présentait. » La salle resta silencieuse quelques secondes, puis Giroux inclina la tête. « Merci, lieutenante. » Après une courte délibération, il annonça la décision finale. La commission certifie officiellement Léonie Marchand en tant que pilote opérationnelle indépendante. À compter de ce jour, vous êtes affectée à l'escadron CFA 219 en préparation de déploiement sur porte-avions. Elle salua avec la même précision qu'au premier jour, mais en sortant, elle découvrit un spectacle inattendu. Devant le bâtiment administratif, une foule l'attendait. Pilotes, techniciens, contrôleurs. Et au premier rang, Émeric, désormais rétabli. Il la salua solennellement. « Félicitations des pilotes », puis là, sans un mot de plus, il éclata d'un sourire sincère. Un tonnerre d'applaudissements retentit derrière lui, authentique et chaleureux. Cette soirée-là, seule dans sa chambre, Léonie sortit son carnet de notes et y inscrivit calmement une dernière ligne sous ses anciennes observations. Autorité d'urgence assumée, autorité confirmée par les résultats. 6 mois plus tard, Léonie Marchand se retrouvait à un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé fouler un jour. La grande salle de conférence de l'école militaire stratégique de Brest. Devant elle, un amphithéâtre bondé. Dans les rangs, des candidats pilotes, des instructeurs expérimentés, des officiers supérieurs venus de tout le pays et même des observateurs étrangers connectés par visioconférence. Son nom était désormais bien connu, son histoire racontée dans les centres d'entraînement comme une légende moderne.
Mais elle ne s'était jamais attachée à cette notoriété. Elle était là pour une seule chose, transmettre ce qu'elle avait appris. Derrière le pupitre, elle commença simplement « La préparation ne consiste pas à espérer que certaines compétences ne vous serviront jamais. La préparation consiste à accepter que vous en aurez besoin et à s'y entraîner sans relâche. » Dans le premier rang, l'amiral Giroux, désormais l'un de ses plus fervents soutiens, l'écoutait attentivement, un léger sourire sur le visage. Elle montra un graphique sur l'écran derrière elle, 800 heures d'entraînement volontaire sur simulateur en 3 ans. L'équivalent d'un premier tour opérationnel complet pour un pilote confirmé. Les murmures traversèrent la salle. Léonie poursuivit. La différence ? Pendant que d'autres se préparaient aux missions qu'on leur assignait, je me préparais aux situations qu'on n'enseigne pas. Une jeune sous-lieutenante se leva timidement dans les gradins, la voix un peu tremblante. « Madame, que diriez-vous à quelqu'un qui a l'impression d'être ignoré dans son poste actuel ?» Léonie prit quelques secondes avant de répondre. « Je dirais que l'invisibilité est une chance déguisée. Elle vous donne la liberté de vous préparer sans qu'on vous surveille, de devenir indispensable, non pas en quémandant qu'on vous remarque, mais en accumulant des compétences que personne ne pourra contester le jour où elles seront nécessaires. » Elle montra une dernière photo, celle du Rafale posé sur la piste, ce fameux jour. Personne ne m'avait demandé d'apprendre à piloter cet avion. Mais quand la situation a dérapé, j'étais prête. À la fin de la conférence, on vint la féliciter, lui poser des questions, la remercier. Mais la rencontre la plus marquante fut celle d'Emeric, qui avait fait le déplacement pour l'occasion. Il l'attendait à la sortie, visiblement ému. « Depuis ce vol, dit-il, j'ai changé ma façon de m'entraîner. Je croyais être prêt parce que j'avais suivi le programme standard. Mais c'est toi qui m'as fait comprendre que le standard ne suffit pas toujours. » Il baissa brièvement les yeux, presque gêné. « Alors merci, Léonie, pour la leçon. » Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Léonie reçut un appel de l'amiral Giroux. Il lui annonça que l'état-major créait une nouvelle fonction à son image. Directrice du programme avancé de préparation. Un poste unique, rattaché directement au ministère, destiné à formaliser ce qu'elle avait fait instinctivement pour former une nouvelle génération de militaires capables d'agir au-delà des limites traditionnelles. Elle accepta sans hésiter, mais posa une condition. Rester 6 mois par an au contact des escadrons opérationnels pour ne jamais perdre de vue la réalité du terrain. Sa demande fut approuvée sans discussion. Dans les mois qui suivirent, Léonie mit en place un programme inédit baptisé « Aile de l'ombre ». Son objectif, identifier et cultiver les talents cachés, encourager la polyvalence, former des observateurs à la navigation, des mécaniciens aux procédures d'urgence, des analystes à la tactique. Chaque marin, chaque soldat, chaque aviateur devait pouvoir comprendre les rôles de ses camarades et agir quand le besoin se ferait sentir. Le slogan qu'elle choisit et fit apposer sur les affiches de recrutement résumait tout. Chacun leader, chacun acteur, chacun prêt. 2 ans après son atterrissage d'urgence, Léonie Marchand se tenait sur le pont d'envol du porte-avions Magnifique en plein océan. Elle observait la relève, un jeune lieutenant du nom de Maxime Durand, ancien technicien radar, en pleine qualification d'appontage. Maxime avait été l'un des premiers diplômés de son programme. À ses côtés, la commandante Bettencourt commenta « Difficile de croire qu'il réparait des antennes il y a à peine 18 mois. » Léonie sourit légèrement. C'est la différence que fait la compréhension. Il ne se contente pas de piloter. Il sait ce que fait chaque boulon de cet avion sous ses doigts. L'avion de Maxime accrocha le brin d'arrêt avec une précision chirurgicale. La voix du chef d'appontage résonna dans leurs oreillettes. « Bon appontage, Durand, bienvenue à bord. » Puis la radio du commandant suprême se fit entendre, sobre mais satisfaite. « Dites à la commandante Marchand que son programme vient de produire une nouvelle réussite. » Cette nuit-là, Léonie reçut une nouvelle offre. Le ministère souhaitait qu'elle prenne la tête d'un service interarmé pour étendre son modèle à toutes les forces françaises, voire européennes. La perspective était tentante. Mais elle demanda 48 heures de réflexion. Elle sortit sur le pont arrière, laissant la brise salée lui caresser le visage, et observa l'océan infini sous la lune. Elle pensa à ces années passées dans l'ombre à s'entraîner sans que personne ne la regarde. À cette jeune sous-lieutenante dans la salle qui avait osé demander conseil. À tous ceux et celles qu'on n'entend jamais, mais qui se préparent malgré tout. Le lendemain matin, elle donna sa réponse. Elle acceptait, mais à condition de continuer à voler régulièrement, parce qu'elle savait que la politique ne devait jamais oublier la réalité des hommes et des femmes qu'elle servait. La réponse fut immédiate et positive. Sur le pont du Magnifique, elle fit un dernier tour d'inspection avant son départ.
Elle croisa Maxime qui la salua avec fierté. « Merci madame, sans votre programme, je n'aurais jamais eu ma chance. » Elle lui serra la main. « C'est toi qui as fait le travail. Je n'ai fait que rendre ça possible. » Avant d'embarquer dans l'hélicoptère qui la ramènerait à Paris, Léonie ouvrit son carnet pour la dernière fois. Sur la dernière page, elle écrivit simplement « Mission accomplie, prête pour le prochain défi ». Alors que l'hélicoptère s'élevait, elle jeta un regard vers le navire et la mer en contrebas. Là, au milieu de ce tumulte organisé, se cachait déjà la prochaine Léonie Marchand. La prochaine âme silencieuse qui refusait d'être limitée par ce qu'on attendait d'elle, prête à briser les barrières le jour venu. Grâce à ce qu'elle avait bâti, ces personnes-là n'auraient plus à s'entraîner dans l'ombre. Elles auraient désormais des systèmes qui les soutiendraient et des institutions qui les encourageraient. Parce qu'au fond, la plus grande victoire de Léonie Marchand ne fut pas d'avoir sauvé un avion ou d'être devenue pilote, mais d'avoir prouvé que la préparation et le courage pouvaient devenir la norme. Et que parfois, la contribution la plus importante n'est pas d'agir seul, mais de rendre possible la réussite de tous ceux qui viendront après. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.